Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission, les mercredis de la Supply Chain. Je vous rappelle la formule. Nous avons plusieurs invités que je vais vous présenter. Nous allons dérouler un certain nombre de questions sur la thématique du jour. Et vous-même, vous pourrez poser des questions. Vous pourrez d'ailleurs, dès les premières minutes, poser les questions. Hervé en régie les récoltera. Et en dernière partie de l'émission, nous pourrons répondre à la plupart d'entre elles, si elles n'ont pas été traitées, dans le cours de l'émission. Alors, notre thématique aujourd'hui, externaliser la logistique du e-commerce, d'accord ou pas d'accord, on verra, et avec qui un certain nombre de questions sur cette logistique tout à fait particulière, singulière, nouvelle. Donc pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi les invités Nicolas Speck, directeur du développement de la société Logs. Tout à fait. Qui nous présentera en quelques instants. Léandre Boulez, associé du cabinet Diagma, bonjour. Bien connu. Bonjour. Et Yann Raganès, de la société Dematic, qui, entre autres choses, d'ailleurs, a un parcours chez les prestataires, donc une double dimension dans ses interventions aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer à chacun de présenter rapidement votre activité. On pourra aborder directement la thématique du jour. Avec plaisir. Nicolas, à vous. Donc Nicolas Speck, je suis le directeur du développement de Logs. Nous sommes prestataires logistiques, spécialisés notamment dans le e-commerce, mais pas que. La société, aujourd'hui, c'est 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, 45 sites, 1 250 000 m². Ça, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Récemment, on s'est rapproché aussi avec le groupe de Ray. Il y a une prise de participation du groupe de Ray dans le groupe Logs, qui fait aujourd'hui de nous le 5e prestataire logistique français. Dans des secteurs d'activité qui vont être assez vastes. Ça va de l'industrie au textile, en passant par l'automobile, le luxe, la pharmacie. Et notamment au cœur de notre thématique du jour. Au cœur du e-commerce, évidemment, puisque ça représente 40% de notre chiffre d'affaires. D'accord, 40% aujourd'hui. Ouais, tout à fait intéressant. Léandre Boulez. Bonjour, donc bonjour à tous et à toutes. Donc Léandre Boulez, associé de Diagma, on est un cabinet de conseil spécialisé en supply chain. Nous fêterons nos 50 ans au début 2023. Une petite cinquantaine de collaborateurs aujourd'hui et nous accompagnons nos clients, essentiellement des donneurs d'ordre, sur l'évolution, la transformation de leur activité. On fait à peu près presque les trois quarts de chiffre d'affaires dans le commerce au sens large, du hard discount jusqu'au luxe, et dont une partie significative évidemment liée au e-commerce de ces opérateurs. Tout un historique de l'évolution du e-commerce que vous vivez, donc, vu votre antériorité, depuis les prémices, effectivement, on en a vécu la création. Il y a une vingtaine d'années. Absolument, c'est ça. L'apparition progressive, la transformation, l'intégration par les entreprises, la création des acteurs spécialisés, etc. Très bien, merci à vous, bienvenue. Yann Raganès, Dematic. Alors Dematic est, on peut considérer le plus gros intégrateur mondial de technologie au sein des entrepôts, donc convoyeurs, transstockers, enfin, tout ce qui permet de gérer des masses à l'intérieur d'un entrepôt, on va dire ça comme ça. Donc Dematic, c'est à peu près 3 milliards d'euros, un peu plus de 3 milliards d'euros au niveau mondial. Et Dematic fait partie du groupe Kion, qui a notamment des marques comme Fenwick et Stihl. Et donc l'intégralité du groupe fait plus de 10 milliards, et côté second marché à Francfort. Donc on est présent sur le marché français. Enfin, Dematic existe depuis maintenant 200 ans, chose comme ça. Donc avec des premiers produits, avec des chargements de bateaux, avec des grues à vapeur au 19e siècle. Et donc quand vous avez l'occasion d'aller dans une usine et que vous voyez un pont roulant sur lequel il y a marqué Demag, c'est Dematic. C'est la partie charge lourde de Dematic. Effectivement, la partie industrielle, exactement. Avant la partie logistique. Exactement. Et ensuite, évidemment, une diversification sur la partie charge légère, donc tout ce qui est translation, on va dire ça comme ça, de palettes, de colis, sous formes diverses, un convoyeur, AMR, AGV. Bref, l'intégralité du scope, vous pouvez trouver. On parlera sans doute des fonctionnalités. Et avec le e-commerce, évidemment, qui... Intralogistique, e-commerce, vous êtes au plein dans l'actualité. Exactement, puisque généralement, le e-commerçant a besoin d'aller vite et présente beaucoup de références, et donc forcément, l'automatisation est une des raisons de façon de... On va reparler des attentes des clients. Alors peut-être la façon de démarrer, je ne sais pas qui souhaite répondre en premier, les particularités de la logistique du e-commerce, parce que c'est ça qui va nous intéresser. On reparlera de sous-traitance, certes, mais avant tout, c'est les spécificités du e-commerce. Peut-être pour brosser un petit peu le tableau, et puis ensuite on rebondira. Ouais. Donc, la particularité de la logistique du e-commerce, c'est une logistique qui manipule des unités consommateurs, c'est-à-dire des articles tels que vous et moi les achetons dans le commerce.
je vais la comparer à la logistique historique des commerçants, au sens large, qui ont des boutiques de toute taille et qui, pour une grande partie de leur volume, manipulent plutôt ce qu'on appelle des unités logistiques, donc des palettes, des colis. Et donc ces objets-là ne sont pas expédiables en l'état. Donc la première chose, c'est ça, on va transformer, la logistique du e-commerce transforme des unités logistiques en unités consommateurs et les expédie. La deuxième chose, c'est que dans une logistique qui approvisionne des magasins, en fait, le stock que voit le client, c'est le stock du magasin. Et donc l'entrepôt est là pour réapprovisionner un stock, donc avec une fréquence, une régularité qui varie, mais qui sont relativement faibles, au mieux une fois par jour. Dans le e-commerce, c'est le stock de l'entrepôt qui est directement le stock au contact du client, et avec des interactions avec le client, avec la masse des clients, pris dans leur ensemble, pas pris individuellement, et des envois qui doivent être répétés plusieurs fois dans la journée. Donc une logistique qui doit être beaucoup plus réactive, parce que, encore une fois, elle sert directement le client, et avec des unités précises. Alors, après, vous aurez rapidement deux situations. Vous avez la situation d'un commerçant traditionnel, historique, qui a des points de vente et qui, à un moment donné, lance l'activité e-commerce. Et puis, vous avez la situation tout à fait différente du e-commerçant pur, celui qui démarre cette activité comme le centre unique de sa réalisation. On va y revenir. Voilà. Je pense que les besoins on a déjà sont pas de même deux nature. différentes qui ne sont pas de la même nature, Ouais. exactement. Ouais. Mais à la fin, il faut préparer des unités consommateurs, les expédier. Au final, oui. Et donc, on va certainement échanger là-dessus. Il y a assez peu, finalement, de commerçants, je dirais, aujourd'hui équilibrés, c'est-à-dire qui ont des boutiques, mais qui ont une part, par exemple, plus que 50% de leur activité en e-commerce. Il y en a quelques-uns. Je dirais, un des exemples les plus équilibrés dans ce sens-là, c'est parce qu'il a démarré comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Nespresso, un exemple. Ouais. Mais sinon, on a vraiment les deux cas. D'un côté, les Amazon, Cdiscount, Vente Unique, Vida Excel, que sais-je, qui sont des purs e-commerçants, donc dont l'entrepôt est le centre de l'exécution de la promesse client. Et de l'autre, des chaînes de magasins, toutes les chaînes qu'on connaît, dont l'activité e-commerce est arrivée progressivement. Donc voilà, deux situations assez différentes. Et encore une fois, les particularités, c'est cet aspect vitesse d'exécution et unité de manutention. Tout à fait. Nicolas Speck. Tout à fait d'accord avec Léandre, il l'a très bien expliqué. Et la particularité, en fait, justement d'avoir cette unité de vente conditionnée sur ce produit qui vient d'être touché, c'est la grande agilité dont on doit faire preuve en fonction du e-commerce, c'est qu'on se retrouve avec des volumes qui peuvent exploser du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on ouvre la boutique e-commerce, et qu'on doit préparer les commandes, on ne sait pas réellement comment ça va se passer. Il y a de grandes surprises, ça bouge régulièrement autour de grands événements, que ce soit les French Days, le Black Friday, les soldes. Et c'est effectivement la grande différence avec la partie retail qui est plus linéaire, en tout cas dans son mode de fonctionnement. Donc, ce qui signifie qu'en termes d'organisation, du fait de profil de commande et de volume d'activité tout à fait variable, ça oblige à une forme d'adaptabilité ou de souplesse d'organisation interne. Vous pouvez peut-être nous en reparler tout à fait, mais... c'est continuel. C'est effectivement une adaptation au quotidien et du débit. J'entends ça de votre part à tous les deux, et du débit. Et donc, avec soit de la mécanisation, mais pour l'observateur historique du e-commerce... Alors, il y a effectivement, comme l'a précisé Léandre, actuellement, enfin, les grandes tendances, c'est qu'il y a une multiplication d'ouverture du nombre de sites, puisqu'il y a plus de 20 000 sites qui s'ouvrent chaque année, en 2021 notamment. La crise évidemment du Covid a vu des augmentations d'affluence de l'ordre de 200 à 300% sur certains sites, notamment sur les activités où leurs magasins étaient fermés, et donc forcément qu'à drainer, c'est des gens qui sont allés instantanément sur Internet, avec effectivement un enfondement de cette activité-là, parce que ces 300%, c'était évidemment créé à cette bulle Covid, et donc avec une réduction, mais qui reste toutefois sur un trend d'accélération qui est toujours à 2 chiffres, en termes de croissance sur la partie e-com. Et donc, il y a une concurrence extrêmement forte, en réalité, sur le métier du e-commerce. Donc, tout le monde, tous les sites, essayent globalement de trouver de la différenciation entre eux. Et cette différenciation passe quelquefois par une diversification des services de la distribution.
Ou dans certains cas, le choix est fait par le prestataire de dire je vous prends ou je vous prends pas. Exactement, On a ça tout aussi, à fait. C'est on l'a vu dans exactement une ça. émission précédente, un vrai questionnement autour de ça, du fait de l'explosion de ce type d'activité. Mais alors, j'entends bien, mais alors, qu'est-ce qui mène finalement un potentiel, on va dire, donneur d'ordre à dire je sous-traite plutôt que d'essayer de développer lui-même? Quels sont les différents... Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons qui peuvent être assez différentes les unes des autres d'ailleurs. Absolument. Alors ça va déjà dépendre encore une fois de la situation antérieure. C'est-à-dire tous les commerçants qui avaient des logistiques structurées, organisées, certains étaient prestés, d'autres étaient en propre. Naturellement, il y a quand même une tendance, quand un commerçant a son activité logistique standard, on va dire, l'historique qui sert les points de vente en propre, naturellement, souvent, il va intégrer le e-commerce, ne serait-ce que parce que, et là, ça dépend des métiers, dans la mode, c'est différent du bricolage, etc., mais il peut, dans un certain nombre de cas, pour une partie des volumes au moins, utiliser le stock central qui sert les boutiques, les magasins, pour aussi servir le e-commerce. Donc, il n'a pas à dédoubler. On a vu par contre quelques donneurs d'ordre qui, pour des raisons soit liées à la capacité des sites sur lesquels ils opéraient leur logistique traditionnelle, soit à la manière de préparer, je vais y revenir juste dans une seconde, décidaient de sous-traiter la partie e-commerce, de créer en fait ce qu'on appelle en anglais un dark store, donc un magasin aveugle, qui en fait est l'activité e-commerce. C'est-à-dire que l'entrepôt central livre ce petit entrepôt, qui, lui, réalise les opérations de e-commerce. Et donc, le stock est séparé à un moment donné. Alors, ce choix de est-ce que j'intègre dans ma logistique principale ou est-ce que je crée une sorte de verrue pour le e-commerce, il dépend des capacités du site et puis il dépend de la manière dont les produits sont présentés. Dans l'alimentaire, par exemple, un entrepôt alimentaire ne traite que des colis, même s'il livre des petites surfaces, a fortiori quand il livre des grandes surfaces. Donc, forcément, l'activité e-commerce, même si elle est dans le même bâtiment, à la limite, c'est une verrue, c'est un objet détaché. Alors après, on peut décider de le sous-traiter ou pas, mais c'est séparé. A contrario, dans la mode, en particulier par exemple dans le luxe, où de toute manière, la quasi-totalité des flux sont envoyés aux boutiques déjà individualisées, déjà à l'unité de vente, ou dans la parfumerie. Par exemple, Sephora, qui est un dossier que Loguès, à travers de Ray, connaît bien, c'est la même logistique qui va servir littéralement, le même lieu de prélèvement dans l'entrepôt, qui va servir à la fois l'activité des boutiques et le e-commerce. Parce qu'on est déjà sur des unités consommateurs préparées. Voilà, donc déjà une tendance là, c'est en fonction de la nature des produits. Je sépare ou je sépare pas. De distributeurs traditionnels qui développent ce canal additionnel. Et donc quand le canal traditionnel est déjà externalisé, souvent le e-commerce va venir avec. Typiquement le cas de Sephora que je citais. Quand le commerce traditionnel est réalisé en propre, le e-commerce vient avec, là aussi. Sachant qu'il y a peut-être une dimension, vous le connaissez bien, on ne va pas faire de zoom là-dessus, mais les systèmes d'information, notamment les OMS, du côté du donneur d'ordre, permettent ou non tel ou tel type de schéma Alors là encore, effectivement, quand l'opérateur, le donneur d'ordre a un seul entrepôt, il n'y a pas d'OMS. Dès qu'il y en a plusieurs, là c'est forcément, c'est l'exigence, et c'est l'omnicanalité et les OMS sont d'une des thématiques, j'allais dire, peut-être même des années qui viennent, j'allais dire des mois qui viennent, mais sans doute des années qui viennent. C'est une vraie thématique. C'est tout à fait intéressant. Vous êtes sur les mêmes les demandeurs. Alors, ma question était peut-être aussi pourquoi ils viennent vous voir. Alors, je ne parle pas j'externalise parce que je veux être sur mon core business, je veux m'occuper principalement de la vente ou ainsi de suite, mais il y a d'autres raisons. Il y a un sujet qui est lié au flux. Ce côté inconstant en fait, des flux que peut avoir le e-commerce perturbe en fait, parfois une organisation quand on est sur comme Léandre l'a dit, sur quelque chose où c'est intégré de manière forte chez le client. Cette partie e-commerce a tendance de toute façon à venir perturber un tant soit peu le flux initial, surtout si en plus on y rajoute de la personnalisation sur cette partie e-commerce, puis ensuite la reverse, des produits qui reviennent dans l'entrepôt, plutôt un entrepôt, si c'est un entrepôt qui est habitué à recevoir plutôt de la palette ou plutôt du colis, quand les produits reviennent à l'unité, ça devient compliqué, ça perturbe du coup l'organisation, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles en fait on revient vers un prestataire logistique. On commence à l'évoquer, mais c'est aussi toute la partie interconnectivité en fait, des systèmes, puisqu'en fait aujourd'hui vous allez avoir votre site internet, mais vous
devez être aussi en capacité, en tant que commerçant, de vendre sur des marketplaces, que ce soit sur du Amazon, que ce soit sur du Redoute, que ce soit sur du Zalando. Tout ça avec le même système et le même stock, sans forcément les démultiplier à chaque fois que vous allez passer sur un autre canal de vente. Ouais, avec du cross-dock aussi, avec des ventes spécifiques. On peut penser à des ventes privées, à des showrooms privés, à The Braderie et d'autres qui sont aussi donc, on est vraiment sur un schéma particulier. Sans nécessairement être dans l'omnicanalité, on est dans de la multicanalité, en tout cas. De toute façon, on y est. Dans tous les cas, on de toute est façon, obligé aujourd'hui. Alors, et des nouveaux entrants sur le e-commerce, pourquoi ils sous-traitent alors parce qu'ils ne savent pas faire Ça, c'est autre chose. En fait, les commerçants classiques qui sont entrés sur le e-commerce, on voit qu'il y a quand même une continuité avec la logistique historique, en propre, presté. Par contre, les purs e-commerçants, ceux qui n'ont pas de boutique, ceux qui ne font que ça, nous, ce qu'on voit à travers le panel de clients et d'interlocuteurs, c'est quand l'activité est toute petite, quand l'entrepreneur est au démarrage de son activité. Alors, le tout démarrage, les premiers dans le garage, ça reste très local. Mais à un moment donné, s'il y a de l'attraction, s'il commence à créer une activité, il peut pas tout faire, il ou elle ne peut pas tout faire à la fois. Et donc là, naturellement, l'entrepreneur va se tourner vers un prestataire logistique pour lui déléguer l'exécution, parce que justement, ce que vous disiez, la variation de l'activité, les compétences à acquérir, le temps passé, donc il va trouver un prestataire. La courbe d'apprentissage risquera d'être un peu trop longue, donc il préfère sous-traiter. Alors c'est un peu antinomique avec le grand principe, on sous-traite que ce qu'on maîtrise, mais malheureusement là il n'a pas le temps de maîtriser, il faut que ça démarre. Voilà. Donc là on a des offres un certain nombre de prestataires ont mis en place cette offre-là, qui est des sites e-commerce multi-clients, jusqu'à plusieurs dizaines de clients au même endroit. Là il y a tout l'effet de mutualisation qui est positif pour le petit e-commerçant qui démarre. Après il faut qu'il ne devienne pas prisonnier de son prestataire, on pourra en reparler. À l'autre bout, juste pour conclure, les très gros, eux, ceux qui en fait ont démarré il y a très longtemps, fondamentalement, et qui ont fait toutes leurs courbes, les Amazon, Cdiscount, vont internaliser l'essentiel de leurs prestations logistiques, parce que là, c'est leur machine de guerre, c'est leur outil de différenciation. Et on a aidé un certain nombre de ces acteurs à internaliser. C'est aussi des choses qui arrivent. Encore une fois, ils ont considéré stratégiquement qu'ils devaient maîtriser. Et quand vous regardez bien les grands acteurs du e-commerce, les marketplaces, leur partie, je ne parle pas de la partie pure marketplace où ils ne réalisent pas de prestations, mais leur partie acheteur-vendeur, en fait, ils les maîtrisent souvent en propre. Vous regardez la Redoute, 430, c'est en propre. Cdiscount, les gros sites, c'est en propre. Amazon, c'est en propre. Les gros sites, encore une fois, pas tout. Il y a des raisons de déléguer, on va y revenir. Ce que cherche généralement la pensée d'externalisation est une pensée qui consiste à dire je cherche quelque part un outil, donc un outil informatique, outil surface, et des compétences, des hommes, et les compétences des hommes à maîtriser le logistique, et surtout une accessibilité à un écosystème. Généralement, un prestataire logistique d'une certaine taille a aussi un bras armé qui est le transport qui est derrière, et le fait de rentrer chez le prestataire logistique, ça me permet d'avoir un scope complet. Ça peut être avoir des activités de freight forwarding, ça peut permettre d'avoir les activités de surface et les activités de transport. Et donc d'avoir une accessibilité à la surface. Donc quand je n'ai pas les compétences en interne, parce que ça devient trop compliqué, parce qu'il y a une vraie variabilité de mon business, et parce que mes outils informatiques qui étaient autrefois, on parlait de grands distributeurs qui étaient tournés vers la palette, les colis, n'ont pas les outils nécessaires informatiques ou transport pour pouvoir faire du détail, ils peuvent aller vers l'externalisation liée à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que et ça a bien été exprimé, c'est le fait que quand les petits e-commerçants, ça peut être facile de profiter d'un effet de mutualisation. Mutualisation des outils, mutualisation des capacités de chargement, mutualisation du réseau de transport qui peut être mis en place par rapport à ça et peut être facilitateur. Actuellement, il y a des créations notamment de prestataires logistiques qui commencent à être connus sur la place où, globalement, le service que j'offre est un service unique à la pièce, de ma réception, de mon stockage, de ma préparation de commande, jusqu'à la livraison chez mon client final. Un prix unique à la pièce, complètement variabilisé. Donc avec des approches de ce type-là, qui peuvent être facilitateurs. Et je suis d'accord avec Léandre, c'est qu'il y a aussi à l'inverse de ça, le fait que comme la logistique devient un vrai élément de différenciation en termes qualitatifs, et notamment qualitatifs pour créer de la différence avec mon concurrent et mes compétiteurs, je peux être intéressé par réinternaliser, justement, parce que ça devient mon cœur de moteur. On va revenir dessus s'il y a un retour d'expérience.
Chers web téléspectateurs, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions, ce qui permettra à Hervé en régie de les engranger pour la partie finale. Merci. Oui, ce constat de clients qui potentiellement, d'entreprises qui potentiellement deviennent clientes de la prestation, et ensuite, une fois les flux mis en œuvre et ainsi de suite, reprennent. Vous en avez beaucoup ou... On parlait d'Amazon qui a pratiqué ce genre de choses à 2-3 ans sur un nouveau territoire, sur un nouveau secteur, pour démarrer une activité. C'est fréquent. Et qui retravaille aussi parfois en sens inverse, pour le coup. C'est-à-dire de revenir à redispatcher ou à redéléguer certaines activités. C'est le cas également. C'est pas si fréquent que ça, parce qu'il faut vraiment être... Enfin voilà, on parle là de mastodonte. Amazon, on est sur un volume qui est quand même relativement important. Donc on garde quand même sur cette partie e-commerce le besoin de flexibilité en fait des e-commerçants liés à leur volume, de mutualisation. On l'a très bien dit aussi sur cette partie distribution, c'est-à-dire avoir quelque chose qui soit en capacité de répondre à la totalité en fait du flux, y compris, et là je reviens dessus parce que c'est vraiment très important aussi ce côté reverse qui est lié au e-commerce. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Mais oui, ça arrive. On a démarré juste comme ça avec Redoute. Il y a 20 ans de cela, c'était, on pourrait dire, l'un des premiers e-commerçants, puisque c'était la VPC VAD qui s'est transformée, et Dieu sait qu'elle s'est bien transformée, pour le coup, pour devenir aujourd'hui une marketplace. Donc on retrouve avec en gardant malgré tout cette partie spécifique qui était liée au textile, et en externalisant, encore une fois, plutôt les parties compliqué, faut pas se leurrer. Typiquement, on va donner un peu les produits qui sont pas forcément les plus simples à gérer, en tout cas au départ. Voilà, donc on a récupéré l'encombrant, le très encombrant, et ça a fait de nous, mais comme d'autres, des spécialistes sur certains créneaux et sur certains produits. Des typologies de flux. Alors on ne parle pas de Matic, nous a pas dit mécanisation, mais mécanisation est un élément clé au travers des... on parle de quoi? On parle de manutention, on parle de stockage automatisé, on parle de tri, on parle de tous les dispositifs qu'on connaît aujourd'hui qui sont multiples et variés. Alors, finalement, c'est un des critères pour choisir un prestataire. D'ailleurs, quels sont les critères pour... La mécanisation en tant que telle n'est pas véritablement un critère, parce qu'aujourd'hui, peu de prestataires logistiques, et ça commence, mais vraiment sur certains types de flux et certains types d'outils de mécanisation, peu de prestataires offrent des solutions mécanisées, on va dire, directement disponibles. Je m'entends. Les sites, aujourd'hui, presque toutes les opérations logistiques sont mécanisables, à un coût qui parfois est prohibitif, et donc ça ne se fait pas à la fin. Le prélèvement de la pièce, on sait techniquement le mécaniser. Vous avez tous vu des très jolis robots qui font des sauts périlleux dans la neige, mais le robot, il coûte plusieurs millions d'euros. Donc celui-là, il saurait attraper n'importe quel produit avec le niveau de précision requis, mais à un prix qui est juste pas acceptable dans le modèle économique. Mais on va sortir ce cas-là. La plupart des outils mécanisés aujourd'hui, la réalité, c'est qu'ils sont intégrés par des donneurs d'ordre exploitants, parce que ces donneurs d'ordre-là, on parle des très gros entrepôts mécanisés qu'on a tous vus dans la presse, mais de choses plus petites aussi, ils travaillent pour eux-mêmes sur du longue durée. Donc, quand Cdiscount démarre, même dans le e-commerce, quand Cdiscount démarre au tout début d'Exotech, fait des tests, etc., il a le temps pour lui, entre guillemets. La limite avec le prestataire, c'est que le prestataire, lui, il a un contrat, et souvent, les donneurs d'ordre ont du mal à allonger le contrat à la longueur que nécessite l'investissement dans la mécanisation. C'est en train d'évoluer avec la mécanisation autonome, les petits robots. Je dis, mais dans les petits robots, on peut citer des noms, tout ce qui est Locus, Calog, Geek+, tout ça, par opposition à la mécanisation guidée, qui est plutôt de Matic, même si de Matic on fait sur les deux, on fait de la MR, voilà. Donc, voilà, quand l'investissement demande une longue durée d'exploitation, c'est plus compliqué pour le prestataire d'investir, parce qu'il ne peut pas aligner avec le contrat. Là, il y a une problématique. C'est l'engagement contractuel. Donc puis alors, on en plaisantait avant l'émission. On dit on sous-traite pour transférer la prise de risque, mais en fait, ça se joue plus comme ça. Alors, c'est intéressant parce que ce qu'on recherche chez un prestataire, c'est une compétence. C'est aussi une capacité à gérer le changement. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une évolution, une explosion de volume, donc déployer des hommes, ce genre de choses. Donc,
La période quand on met sur des installations assez grosses et assez lourdes, qui sont extrêmement performantes, mais qui sont une zone de danger et de turbulence, quelque part, le prestataire logistique est aussi en capacité de sécuriser quelque part le client, parce qu'il a des moyens que le client n'a pas, parce qu'il est capable de déployer des hommes, il est capable de déployer des surfaces, et surtout il a une méthodologie projet. Parce que transférer des entrepôts à un autre entrepôt, ça le prestataire le fait très bien, c'est son métier. Donc le fait d'accompagner quelque part un client sur une montée en charge sur un système mécanisé assez lourd, c'est aussi quelque part le fait que en tant que client, je me positionne pour avoir une ceinture de sécurité. Certaines installations, notamment de choix d'automatisation, certains de nos clients, en tout cas, ont quelquefois choisi d'externaliser cette partie automatisée à cause de ça. Le fait moi, je n'ai pas les effectifs, les moyens nécessaires pour me donner une sécurité dans mon business, parce que je vais positionner l'intégrité de mon business à l'intérieur du système mécanisé. Et donc, j'ai cette période de transformation qui peut être extrêmement délicate pour moi. Et j'ai besoin de quelqu'un qui a les moyens humains, informatiques, transport, pour me soutenir pour ça, durant cette période de transition. Alors, pour vous, ça doit être d'ailleurs un facteur de différenciation, cette maîtrise par rapport à d'autres compétiteurs. Bien sûr. Parce que, en fait, tous les prestataires logistiques service providers, ou on dit 3PL ou ce qu'on veut, ou en tout cas prestataires logistiques pour être plus simple, n'ont pas cette capacité à traiter des flux des différents types que vous évoquiez tout à l'heure. Première capacité, c'est quand même le CAPEX, l'investissement. Ouais. Donc on va pouvoir mettre, parce que ça n'est quand même pas anodin, pour le coup, donc il faut pouvoir mettre cet investissement sur la table et se payer les machines, typiquement. Avoir aussi cette capacité d'ingénierie aussi pour pouvoir trouver la bonne solution, parce qu'il y en a plusieurs, on l'a évoqué, que ce soit sur des petits robots qui sont un petit peu plus agiles, des systèmes qui sont parfois un peu plus conséquents et un petit peu plus fixes, on va dire, dans l'entrepôt. Tout l'objectif, en fait, est de réussir à mutualiser et à rester flexible. Léandre, je sais que c'est quelque chose d'important aussi pour lui, d'avoir aussi cette capacité pour son client ou pour nos clients, de ne pas se sentir totalement prisonnier en fait d'un contrat, parce que automatiquement, qui dit investissement, il va demander une certaine durée, et puis alors, déjà auparavant, c'était pas forcément simple d'engager quelqu'un sur 9 ans ou 6 ans. Je peux vous assurer qu'en ce moment, avec la période post-Covid, ça l'est encore moins. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a énormément de visibilité sur les 2-3 prochaines années, pour parler très clairement. Ce qui veut dire que emmener quelqu'un sur 6 ou 9 ans dans un système, l'enfermer quelque part dans ce système-là, il faut qu'on ait déjà le coup d'avance pour pouvoir réemployer ce système-là. Si déjà le client en question venait à subir quelques difficultés, ça arrive aussi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille dans le monde du commerce, les marchés sont ce qu'ils sont. Dans le monde du e-commerce. Donc on a cette capacité-là aujourd'hui de pouvoir justement massifier et pouvoir trouver potentiellement sur certaines sur certaines mécanisations et certaines automatisations, d'autres clients pouvant pallier les difficultés qu'on pourrait rencontrer. Mais ce qui est important à garder, c'est bien à l'idée que l'objectif de cette automatisation, c'est encore une fois une question, à mon sens en tout cas, une question de flux, c'est de pouvoir passer des pics de manière importante à des périodes données. Donc c'est d'être aussi capacitaire sur ces moments-là. J'entends rassurer, sécuriser le client, comme disait Yann, mais également le fait que principalement c'est le prestataire qui assume quand même encore une prise de risque. Des notions de réversibilité, il y en a contractuellement ou... Toujours. Toujours. Sur quelle dimension de la presse le SI Le SI, ça peut être. On peut très bien avoir l'entrepôt, on peut avoir les locaux, on peut avoir la mécanisation elle-même. Généralement, il n'y a rien de secret par rapport à ça. C'est une reprise à VNC des équipements. On estime que on n'est pas les meilleurs. Attention, on doit garder l'humilité qui est la nôtre. On fait tout pour, évidemment. Par contre, l'idée n'est pas d'enfermer quelqu'un dans un mariage qui serait mal né ou qui ne vivrait mal pendant les 9 prochaines années. Par contre, on va dire que le système en lui-même, c'est quelque chose qui doit pouvoir perdurer. L'entrepôt, logiquement, ils doivent en avoir besoin. La mécanisation, si les flux ne bougent pas, ils doivent en avoir besoin. Le prestataire, si jamais ça ne va plus, c'est quelque chose qui peut s'entendre, et c'est pour ça qu'on peut parfois avoir dans des contrats 3 contrats différents. Un immobilier, un SI, un lié à la mécanisation. Non, c'est important. Oui. Alors, et on revient à cette question de la taille du donneur d'ordre. C'est-à-dire que, typiquement, l'Ox de Ray a ce genre d'activité, mais d'autres,
encore récemment chez des gens comme Celog, comme SCD, etc. Donc pas mal de prestataires logistiques qui sont capables d'accueillir, qui ont une infrastructure, on va dire, multi-clients, prévue pour ça. Alors, appuyée sur une technologie. Donc ici, ça va être un trieur à sachet. Ici, ça va être des petits robots. Ici, voilà. Donc ça va dépendre. Et chaque technologie a un périmètre de performance, donc sait accueillir tel ou tel type de donneur d'ordre. Et là, ça fonctionne bien, parce que le donneur d'ordre, encore une fois, est de petite taille, il bénéficie à plein de l'effet mutualisation. Quelqu'un qui fait quelques centaines ou milliers de pièces par jour maximum ne peut pas se payer un trieur à sachet comme celui qui est à l'écran en ce moment. Donc, il faut pouvoir mutualiser. À partir du moment... Et donc là, ça marche bien. Là, ça marche bien, il y a une flexibilité, il faut la réversibilité des données, mais si jamais il fallait déménager l'activité, ce n'est pas un drame, parce qu'on n'est pas sur des volumes absolument délirants. Ça commence à être compliqué quand l'activité va représenter, alors je vais le mettre en surface, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un indicateur comme un autre, quand ça commence à représenter 10, 15 000 mètres carrés et plus. Parce que là, on commence à avoir vraiment une activité, un environnement spécialisé pour un seul client, oui, avec une prise de risque qui est supérieure pour le prestataire, et c'est là où ça commence à être compliqué. Encore une fois, comme on voyait tout à l'heure, et vous avez tout à fait raison, les acteurs qui ont internalisé, c'est les très gros. Ils sont très peu nombreux, mais en poids relatif sur le marché, ils sont importants. Ouais, clairement. C'est la différence entre le dédié et le multi-client de la part des prestataires. C'est ça. Quand on est en dédié, il faut vraiment savoir avec qui on se marie, quoi. Ouais, et vraiment être clair sur tous les termes du contrat. Malgré tout, il faut toujours savoir avec qui on se marie. Oui, mais dans un site multi-client, le risque est moindre pour les deux parties. Oui, donc, tout à fait. Chers web téléspectateurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Hervé les recueille en régie. Merci. Yann, oui. Oui, alors justement, Léandre a tout à fait raison sur un élément important, c'est-à-dire qu'autrefois, dans nos interactions avec les prestataires logistiques, on était plutôt sur le prestataire logistique qui était contraint. Je m'explique, le client vient le voir en lui disant « je n'ai pas les moyens financiers » ou « je ne souhaite pas prendre en charge cette partie-là. Je serais intéressé par avoir un système mécanisé, pouvez-vous prendre le risque pour ma part ?» Donc, risque financier, risque opérationnel, bref. Donc, on était dans une approche qui était « je dédie un système pour un client ». Donc, en contrepartie d'un contrat plus allongé, de 9-12 ans, quelquefois, avec deux choix. C'est soit moi, client, je paye l'installation, et à ce moment-là, vous n'êtes qu'exploitant. Soit, c'est vous qui prenez le risque financier, donc vous mettez à disposition un outil. Et par contre, j'ai mon droit de regard sur l'outil en question, parce que comme j'ai signé longtemps avec vous, je veux savoir exactement ce que vous mettez en place. Bon. Par contre, il y a une tendance forte actuellement du marché, parce que justement, en raison de cette évolution du e-commerce, il ne faut pas oublier sa part de marché. C'est-à-dire qu'au départ, c'était 13 à 14% du business. Maintenant, c'est en train de monter à 20% du business logistique global. Donc, le fait d'avoir des prestataires qui commencent à dire, maintenant, moi, et c'est un des précurseurs comme Celog, que vous avez cité tout à l'heure, qui consiste à dire, moi, je vais acheter l'outil. Et je vais trouver les clients qui vont aller sur cet outil. Actuellement, dans mon marché, si vous préférez, il y a 3 typologies de flux. Il y a globalement ce que je traite à l'unité, tout ce qui est en dessous du 600-400-400, voilà, ce que je peux transporter à la main. Donc ça va de l'unité jusqu'au colis. Ensuite, il y a la longueur supérieure à 600, mais qui peut être palettisée. Et ensuite, il y a le gros format. Et donc, il y a actuellement, avec cette mise en place de robots autonomes, automatisés avec des systèmes informatiques qui gèrent, qui peuvent être plus polyvalents, avec le fait qu'on est capable de les déployer plus vite, avec un entretien qui ne nécessite pas d'avoir des ingénieurs et qui viennent de la NASA pour les entretenir, plus derrière une polyvalence qui leur permet de monter en compétences, on a effectivement de plus en plus de prestataires qui nous disent « je suis intéressé pour acheter un outil sur une surface stratégique, par exemple près de Paris, Lyon, ainsi de suite, et dans lequel je vais faire rentrer des clients qui vont fitter avec mon business. » Et dans les e-commerce, bien souvent, on est dans des pièces qui sont transportable par l'homme. Donc on arrive dans un format qui est maîtrisé, si vous préférez. Et donc dans lequel on peut tirer quelque chose et proposer justement quelque chose qui soit plus variabilisé. En fait, si on revient sur la question comment choisir son prestataire, on va choisir son prestataire selon sa capacité à faire du dédié, c'est-à-dire avoir le bureau d'études qui apportera les solutions les plus adaptées à ses propres flux, ou celui qui a une typologie d'offres et d'organisation qui répond à ces flux, c'est ça ? C'est en partie ça, oui. Après, c'est aussi sa capacité
à gérer une croissance ou une décroissance, le cas échéant, c'est sa capacité à innover, à proposer de nouvelles solutions en fonction de l'augmentation du flux ou pas. C'est une façon aussi pour nos clients de trouver une mutualisation qu'ils n'auraient pas de toute façon seuls. Mais il y a bien effectivement des typologies, des spécificités liées à un produit. Et vous avez des spécialistes dans chaque secteur d'activité. Et donc, pour les donneurs d'ordre peuvent éventuellement, selon leur catégorie de flux, confier à des prestataires différents. Vous évoquiez, vous sous-entendiez notamment quelque chose qui est une vraie problématique du e-commerce, qui sont les flux de retour. Oui. On n'est pas forcément sur les mêmes organisations pour traiter les flux de retour que le traitement des commandes classiques. Exactement. On se retrouve effectivement avec, et d'ailleurs dans certaines parts d'externalisation, mais là pas forcément que pour le e-commerce, c'est la gestion des retours et parfois externalisée avant d'être réintégrée dans la grande machine ou dans l'outil principal qui lui dessert les commandes de manière classique. Donc on a effectivement aussi cette capacité ou ce besoin des e-commerçants à retrouver une logique de flux et avoir cette maîtrise des flux dans leur globalité. Et mais j'entends également dans les propos qu'on peut avoir tous ensemble que on a vraiment aujourd'hui une modification profonde. Précédemment, on sous-traitait à des prestataires qui bougeaient des palettes. Qui pouvaient être des transporteurs à l'origine. Aujourd'hui, les logisticiens sont rarement des transporteurs, ou c'est une activité, même si les entreprises font les deux, c'est une activité qui est véritablement distincte. Et il y a un vrai professionnalisme qui est passé du côté des logisticiens, et dans certains cas, peut-être même davantage que chez les donneurs d'ordre eux-mêmes. Ah oui, très clairement. En fait, dans le e-commerce, on va aussi distinguer tout ce que, vulgairement, on dit qui rentre dans la boîte aux lettres. En France, on a une boîte aux lettres normalisée, donc c'est un format connu par tout le monde. Et ce qui n'y rentre pas, ce qui est déjà très différent. Tout ce qui rentre dans la boîte aux lettres, là, de toute manière, les transporteurs les Colissimo et compagnie sont un métier totalement distinct des opérateurs logistiques, des prestataires qui opèrent les sites. Et il y a une remise et un transfert qui est absolument clair. Le seul acteur aujourd'hui qui a commencé à faire lui-même une partie de son transport, c'est Amazon, mais tous les autres, sur ce segment-là de la boîte aux lettres. Parce que Cdiscount avait lancé une activité sur le gros volume, mais qui est très différente. Mais donc, effectivement, là, on est en plein dans l'effet de mutualisation. C'est-à-dire, aucun acteur tout seul n'a les moyens de gérer un réseau de transport. Donc, c'est une évidence qu'il y a quelques acteurs qui mutualisent le réseau. D'ailleurs, c'est encore plus vrai dans d'autres pays que la France, où le marché est encore plus cartellisé, d'une certaine manière. Je rappelle qu'aux États-Unis, pour la livraison de colis, UPS et FedEx à eux deux ont 94% du marché. Et tout le reste, c'est 6%. Donc on a un peu plus de diversité. Mais malgré tout, ça reste très concentré. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Sur la partie exploitation, il y a justement des spécialités qui se sont définies. Les prestataires ont investi dans telle ou telle, on va dire, position de marché. Celog, que je citais, dans l'habillement, Logs avec une heure d'avance dans d'autres types de produits, etc., et d'autres prestataires. Donc naturellement, le donneur d'ordre qui a besoin d'un prestataire, il va aller regarder les prestataires qui correspondent, qui ont de l'expertise sur son marché. Oui. Je ne donnerai pas tout à n'importe qui. Voilà. Et cette expertise, elle se construit progressivement. Donc oui, ça vaut vraiment le coup de trouver le bon prestataire quand il a bien compris les enjeux du donneur d'ordre et que c'est réciproque. On dit toujours, voilà, travailler avec un prestataire, c'est d'abord se comprendre finement. Et comme le e-commerce est un métier qui bouge beaucoup, il faut réactualiser en permanence cette compréhension. On voit des prestataires qui s'embourbent dans leur relation avec le donneur d'ordre parce qu'ils ne se sont pas compris. Alors ça, ils ont arrêté de se comprendre. Toute la logique. Oui, mais dans le e-commerce, ça coûte vite beaucoup plus cher.
On a traité sur ce même plateau de crise en supply chain. Ouais. Dans le cadre de la prestation, il est clair que le partenariat fait qu'il y a une nécessité de Encore une fois, dans le communication, e-commerce, ainsi de suite. Mais alors, l'impact est direct. Ouais, j'avais envie de vous poser la C'est question. Mais l'immédiateté, c'est ce que dit en fait Léon. En fait, dans le e-commerce, on est dans l'immédiateté. On n'a pas l'inertie parfois qu'on peut avoir parfois dans le retail parce qu'on a le temps de le voir venir, on a le temps de reconstruire, on a le temps, je dirais pas de se tromper, de revenir et de retravailler, mais on a un petit peu plus de temps. Le e-commerce, c'est immédiat. Si on ne prend pas les bons virages au bon moment, on tombe. Très clairement. Donc on a vraiment besoin d'avoir ce partenariat constant avec nos clients, d'être au plus près avec eux sur leurs problématiques. On suit avec certains de nos clients le NPS. C'est pas un KPI logistique, le NPS. Mais la prestation qu'on donne, en tout cas, participe à une bonne expérience client ou pas. Donc on partage le NPS avec certains de nos clients. Non, mais j'entends bien que vous savez répondre. Alors, ça m'amène un peu à une question. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'il y a tant de prestataires qui savent apporter ce type de réponse? Parce que souvent, c'est une question qu'on entend. Vous me conseillez qui? Oui, quand même, il y en a suffisamment sur le marché français. Oui, aujourd'hui, quand même, sur ce marché, on a... à chaque fois qu'on travaille des appels d'offres de prestations pour des clients dans le e-commerce ou dans des activités très proches, parce qu'on parle souvent de e-commerce pour ce qui va le B2C, comme on dit, ce qui va au consommateur final, mais il y a toute une volet du e-commerce B2B qui est aussi présent pour des clients professionnels. Oui, aujourd'hui, on va dire qu'on a en France entre 15 et 20 prestataires logistiques qui ont une compétence. Par contre, ça c'est de manière globale, mais certains plus dans l'équipement de la personne, certains plus dans les produits lourds, certains plus, etc. Donc on n'a pas à chaque appel d'offres 15 ou 20. À chaque fois qu'on démarre un appel d'offres de prestation, on trouve toujours 5 ou 6 prestataires fortement pertinents. Après, il y en aura qu'un qui sera choisi à l'arrivée. Mais voilà. Donc on n'est pas dans une pénurie de prestataires logistiques en France aujourd'hui. Et puis, quand on regarde les chiffres de la FEVAD, on voit aussi qu'il y a des types d'activités, des types de produits qui sont plus en avance que d'autres. Oui. Il y en a d'autres qui le sont historiquement, même si ce n'était pas du e-commerce. La pharma, c'est des logiques de type e-commerce avec les réponses des grossistes répartiteurs. Oui, c'est une logique d'immédiateté. Ce n'est pas tout à fait une logique de e-commerce au sens de la prise de pièces. Les profils de commande ne sont pas exactement les mêmes, mais on était quand même dans les prémices depuis un certain nombre d'années. Un certain nombre d'années là-dessus, quoi. Donc voilà. Posez vos dernières questions. On va pas tarder à conclure, donc nous allons pouvoir passer à vos propres questions. Comment vous voyez les évolutions, tant en termes de marché, de demande que d'offres? En termes de marché, l'évolution, elle est sur une... en tout cas, pour moi, c'est l'interconnectivité en fait, des systèmes. La capacité pour une marque de vendre via son site, de vendre via des marketplaces, de vendre en direct sur des réseaux sociaux, sur du Instagram, etc. Donc en fait, on a des canaux de vente et des spécificités liées à l'ensemble de ces canaux de vente qui est en train de se multiplier. La capacité du coup pour les différents prestataires ou même pour les e-commerçants en direct à venir se brancher sur l'ensemble de ces canaux pour qu'ensuite ça redescende quand même dans quelque chose de plus conséquent, à savoir la partie WMS, WCS et j'en passe et des meilleurs après pour la partie automatisation, mais la chaîne doit pouvoir continuer. Donc on est vraiment dans cet aspect-là. Un poids important lié au transport et la reverse. On voit que certains commencent aujourd'hui à faire payer d'ailleurs les retours. Le côté écologique RSE lié au e-commerce, qui n'est pas forcément un modèle du genre non plus sur cette partie-là. Se faire livrer le dimanche soir, parce qu'on ne pouvait pas attendre une mutualisation et se faire livrer le tout le lundi matin, ça c'est des questions philosophiques et sociétales, mais typiquement on a besoin d'avoir une régulation, en tout cas, ou quelque chose qui semble, quelques règles qui commencent à se mettre en place. Alors le marché les met en place petit à petit, typiquement. Et puis c'est peut-être aux donneurs d'ordre aussi et aux prestataires de mettre en œuvre différentes options de manière à ce que ceux qui souhaitent avoir une moindre empreinte carbone, pour dire les choses assez simplement, puissent choisir, de plus en parce plus. que se faire livrer un produit, commander, pourquoi pas, commander le vendredi soir ou le samedi, se le faire livrer le dimanche, on n'a pas forcément le besoin. Et on peut l'avoir, mais tant soit-il qu'on ait avoir le choix. Pour un produit qui d'ailleurs sera peut-être peu coûteux, et on s'interroge d'ailleurs sur
sur le coût de revient de la prestation au regard du coût du produit lui-même. Donc, vous dites, oui, j'entends bien les évolutions possibles. De votre côté Nous, c'est l'aspect. Il y a deux phénomènes schizophréniques, un petit peu. C'est-à-dire que, comme l'a précisé Léandre, au départ, un certain nombre de gros acteurs avaient séparé leur partie e-commerce de leur partie principale. Il y a une forte tendance, quand même, de certains d'entre eux en disant, en raison du Covid, hein, c'est le passage d'un canal de distribution de l'un à l'autre. Et puis, pour des raisons purement économiques, de se dire à un moment donné, je mets tout dans une même boîte. Et donc, je suis capable de distribuer vers le magasin ou vers l'Internet. Donc ça, à un moment donné, il y a quand même une partie assez forte qui est de ça, qui est plutôt assez paradoxalement de monter en compétence par rapport à ça. Et ça, sur l'externalisation, ça pose réellement des questions parce que ça devient cœur de marché pour eux. Parce que ça servir le magasin, c'est servir Internet. Et c'est le business. Et donc, il y a un renforcement sur certaines entreprises, typologies d'entreprises, de l'internalisation. Et donc, d'une montée en compétence sur cette partie-là. Moi, j'ai des clients qui, clairement, où vous aviez des interlocuteurs qui sont de très haut niveau en termes ex-ingénieurs, ce genre de choses, qui étaient des clients qui n'avaient pas ce typologie de personnel en face autrefois. Et à côté de ça, vous avez quelque chose qui est effectivement une approche de la spécialisation vers des prestataires dans certaines fonctions. Il ne faut pas se leurrer, hein, des gens, on parlait de certains prestataires, des gens comme Steph par exemple, sur du congelé ou du frais, c'est des gens qui sont quasiment incontournables parce qu'ils ont le réseau de transport tout simplement. Voilà. Donc, les contraintes, on revient aux tailles d'investissement et exactement. La capacité de réponse. Et ensuite, il y a une appétence assez forte vis-à-vis, il ne faut jamais l'oublier, en tout cas de mon métier, où je suis dans l'âge d'or de l'automatisation, du fait qu'il y a une difficulté quand même pour les prestataires logistiques qui commencent à se plaindre d'avoir des problèmes de pouvoir déployer les hommes nécessaires pour traiter les opérations. Donc il y a une tendance... Besoin de monter en compétence. Voilà, donc sur la partie... Pas que de la courbe d'apprentissage. Exactement, donc il y a une demande assez forte de pouvoir approcher avec des outils souples, mécanisables, pour qu'ils sont réutilisables par d'autres clients, pour pouvoir à la fois capter et donner de la valeur ajoutée par rapport à leur métier. Alors il ne faut pas oublier une petite chose, je rebondissais par quelque chose qui est un petit peu ancien, pousser de la palette, c'est un vrai métier. Non, mais c'était pas péjoratif. Non, c'est pas du tout péjoratif. J'insiste là-dessus parce que c'est aussi une spécialisation. C'est aussi des prestataires qui sont spécialisés dans l'efficience et l'efficacité maximum au poussage de palette. Et surtout, c'est dans l'histoire de l'omnicanalité, c'est le fait qu'à un moment donné, on vous retrouve dans les entrepôts dans lesquels vous avez de la palette. Et puis jusqu'aux pièces... on est complètement dans le sujet de l'omnicanalité. Et en fait, c'est presque... On pourrait presque conclure là-dessus de dire le vrai sujet, c'est comment mettre en œuvre l'omnicanalité. Exactement. Sachant qu'elle est accélérée. Peut-être un dernier propos. Oui, très clairement. Le défi du e-commerce... alors encore une fois, on distingue les e-commerçants... acteurs que sur ce métier-là, donc ceux qui n'ont pas de magasin, donc eux, ils sont monocanal finalement. Et donc là, la situation est assez différente. Mais et leur éventuel magasin éphémère ou leur seule implantation. Ça reste cosmétique d'une certaine manière. Ils le font, mais c'est pas si. Juste pour le faire. Non, l'omnicanalité, c'est ceux qui ont vraiment à la fois un réseau de magasins et une activité e-commerce significative. Et la vraie omnicanalité, on va tirer tout ce qui est l'expédition depuis le point de vente, parce que malgré tout, une partie du stock disponible à la vente est dans le point de vente. Et dans certains réseaux, le gros du stock est dans les magasins, il n'est pas à l'entrepôt. Donc servir, c'est peut-être plus encore servir depuis le point de vente. Donc le e-commerce associé au point de vente, c'est une vraie tendance. Ce qui est une manière d'internaliser finalement, en tout cas la prestation, puisque à ce moment-là, on prépare dans le point de vente. Donc c'est pour ça que je dis, dans les commerçants omnicanal, toutes choses égales par ailleurs et liées à leur historique, ils ont plutôt tendance à internaliser ou en tout cas à aligner le e-commerce sur tout l'ensemble de l'activité. Donc interne ou externe, après c'est lié à l'activité principale. Dans le e-commerce pur, on a quand même tous les petits acteurs qui démarrent, mutualisation. Et là, il y a des offres qui sont vraiment solides maintenant chez certains de nos prestataires. Et à partir d'une certaine taille que très peu d'acteurs atteindront, se pose la question de ça devient une telle valeur ajoutée pour moi de maîtriser que j'internalise. Réinternaliser, les très gros l'ont fait, mais c'est les très gros. Mais ça reste très peu d'unités, par contre, avec des volumes qui sont majeurs sur le marché. Mais là, on évoque aussi d'autres sujets dans votre propos qui mériteraient une autre émission, c'est l'évolution des points de vente.
Les travaux de l'Institut du commerce qui ont été faits là-dessus sont et la dynamique recréée, la régénération des centres-villes et toutes ces dimensions-là sont complètement liées. Donc, absolument, le point de vente pour servir le client, le point de vente pour les retours. Enfin là, on a toute une situation qui est extrêmement différente d'un marché, d'un acteur à l'autre. Intéressante, hein. Mais c'est l'objet d'une autre émission. Voilà, je vous propose de passer aux questions de nos web téléspectateurs. Hein. Donc on est dans le timing, à moins que vous souhaitiez apporter une peut-être en conclusion. Voilà. Hervé. Bonjour Jean, bonjour à tous. Alors pour débuter, existe-t-il des sites logistiques e-commerce sous-traités multifournisseurs qui permettraient d'atteindre des volumes automatisés ? Oui, très clairement. Donc des sites multi-clients, plutôt d'ailleurs des sites multi-clients qui justement, encore une fois, je peux citer, C-Log a travaillé ce type de site. Aujourd'hui, c'est logistique aussi, qui est la bras armée de Cdiscount, mais je parle de C-Log. Geodis travaille aujourd'hui ces sujets-là avec des sites très significativement mécanisés. Alors encore une fois, il y a différentes options techniques, mais et à vocation très clairement multi-clients. Il y a des gens comme Cubine, par exemple, qui ont des modèles très particuliers, qui sont justement sur les portes parisiennes, et qui sont des rentrées de flux, qui sont, eux, une orientation très informatique, en réalité, puisque c'est des informaticiens qui créent l'outil, et donc dans lequel, justement, ils créent un écosystème financier qui est assez intéressant, enfin, abordé intellectuellement, en tout cas. Une petite question qui me vient à l'esprit, qui est associée à ça, c'est spécifique à la France ou il y a des différences un peu dans les pays européens ? On trouve exactement la même chose. Un acteur comme Bleckmann, par exemple, aux Pays-Bas et en Belgique, a la même stratégie d'avoir des sites massivement multi-clients dédiés au e-commerce. L'Allemagne était en avance sur l'intralogistique. L'Allemagne était en avance sur l'intralogistique. On peut dire qu'on a rattrapé. Il y a aussi des sites en Allemagne, enfin il y en a, vous voyez, mais la situation est assez similaire aujourd'hui d'un pays à l'autre. Alors, il ne faut pas minimiser l'importance de la France là-dessus, sur les aspects innovation. J'insiste assez lourdement. On a quelques licornes dans le domaine, donc voilà. Bon. Ouais, c'est assez sympa. Oui, c'est une pertinence opérationnelle surtout. Par contre, sur les aspects informatiques, par exemple, les Hollandais sont un petit peu en avance, tout ce qui est la partie Benelux, un petit peu en avance sur la partie IT, qui est un élément clé, je tiens à le préciser. Comment débuter dans le ship from store, donc la livraison à partir du magasin, sans expertise interne et en limitant les coûts d'un OMS ? Alors, je pense que malheureusement, il y a quand même une barre à franchir. C'est-à-dire que sans OMS, c'est pas possible, parce qu'en fait, un réseau qui fait du sens, tout de suite, on est à plusieurs dizaines et souvent plusieurs centaines de points de vente. Si vous ne connaissez pas les stocks, si vous n'êtes pas capable de gérer les stocks en temps réel pour attribuer les commandes aux points de vente, vous n'allez pas vous en sortir en termes de niveau de service. Donc malheureusement, là, c'est antinomique. Si on veut faire du ship from store de manière solide, il faut investir dans l'OMS et il faut investir dans les compétences. Après, ce que vous avez des acteurs, je pense particulièrement l'acteur du luxe, qui a sélectionné des points de vente. C'est-à-dire qu'il a dit, je ne partirai pas de tous mes points de vente, mais seulement de certains qui ont une volumétrie, une taille suffisante. Et une compétence. Et à qui je peux créer la compétence. Et c'est une bonne façon de démarrer aussi, de ne pas tout faire d'un coup. Voilà. Donc se servir de la réserve du magasin, effectivement. Une forme de ramp-up pour parler français. Bien sûr. Donc c'est sans doute ça. C'est toute l'approche du micro-fulfillment actuellement. Ouais. C'est cette notion-là. C'est très amusant parce qu'on en parlait avec Jean-Philippe Guillaume précédemment. C'est des choses qu'on a vues au début des années 2000, au moment de la bulle, avec certains modèles de type manugistique, de type Aitou. On était complètement déjà dans la modélisation de la réponse aux besoins qu'on a encore aujourd'hui. Je rappelle que dans le e-commerce alimentaire, l'immense majorité des flux part effectivement d'un point de vente. Ouais. Les livraisons au départ d'entrepôts qu'on connaît dans les grandes agglomérations avec Auchan Direct, Carrefour.fr, etc., sont une part relativement limitée par rapport à tout ce qui est en particulier les drives. Je rappelle que le e-commerce alimentaire, c'est essentiellement les drives en France aujourd'hui. C'est-à-dire... Alors, il y a plusieurs formules à l'intérieur, mais attachées toujours à un point de vente. Hervé, peut-être beaucoup de questions ou... Oui, il y a beaucoup de questions. Je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les traiter, mais on va essayer d'en faire un maximum. Quitte à dépasser de quelques minutes le temps imparti. Quelles sont les difficultés rencontrées en termes de staffing et comment attirez-vous les talents ?
C'est un vaste sujet, effectivement. Alors, c'est un sujet où c'est le sujet clé, typiquement, puisque l'homme est au cœur de la machine, quand même, pour le coup, sur cette partie logistique. On voit aussi une multiplication aujourd'hui de beaucoup d'entrepôts XXL qui ne sont pas forcément positionnés toujours sur des bassins d'emploi super ultra favorables. Donc c'est comment on peut les accompagner dans ce cadre-là. Donc c'est repenser au-delà. Alors il y a un aspect purement salarial, de salaire qui est important. Donc mais comme on est tous en train de se battre sur la même chose quelque part, il y a un moment où il faut qu'on puisse se différencier. Donc c'est aussi amener aussi une formation continue à nos collaborateurs, de leur donner aussi des perspectives de carrière. Donc c'est aussi l'importance parfois d'être dans une entreprise qui permet d'avoir aussi cette visibilité, cette lisibilité de quoi faire après. Je suis manutentionnaire, chef d'équipe, responsable d'exploitation, directeur de site, directeur régional. Comment je vois les choses, comment je peux évoluer, comment l'entreprise m'accompagne. C'est tout un plan en fait géré sur la carrière de nos collaborateurs qui se met en place. Donc, et encore une fois, on a dans l'installation de nos sites, typiquement, ou des sites logistiques, on doit toujours pondérer le barycentre théorique des infrastructures routières et du bassin d'emploi. C'est clair. Voilà, donc c'est une des clés qu'on applique depuis maintenant quelques années. Vaste sujet, c'est un vrai sujet. Vaste sujet également. Hervé ? Pourquoi est-il souhaitable, comme vous l'avez dit, de sous-traiter uniquement ce que l'on maîtrise et pas ce qu'on ne maîtrise pas ? Alors, encore une fois, à certains moments, on est obligé de sous-traiter ce qu'on ne maîtrise pas, justement parce qu'on ne le maîtrise pas. Donc, parce qu'on démarre. La plupart des e-commerçants ont démarré en trouvant un prestataire qui les a accompagnés, qui les aura mis le pied à l'étrier. Mais à un moment donné, oui, de toute manière, et c'est vrai dans le e-commerce comme dans toutes les activités de services logistiques, pour le transport, c'est un peu différent. Mais dans la logistique, un donneur d'ordre et un prestataire, ils doivent se connaître finement mutuellement. Mais dans le e-commerce comme ailleurs, c'est-à-dire comprendre les enjeux de l'autre, comprendre comment l'autre travaille, comprendre comment l'interaction peut être source de très beaux progrès dans la continuité du dossier. Et trop souvent, on a des prestataires logistiques qui n'aiment pas, qui trouvent que leur donneur d'ordre interfère avec leur activité. Je suis désolé, mais ce n'est pas une bonne idée de ne pas ouvrir le dossier à son client. À deux, on est plus intelligent et certains prestataires ne sont pas les meilleurs là-dessus. Donc là, il y a un vrai travail. Il y a des bonnes pratiques dans la relation contractuelle qui ne sont pas toujours... Et c'est même pas les relations contractuelles au sens, je veux dire, un mariage, il ne tient pas par le contrat, il tient par la compréhension qu'on a des enjeux de l'autre, quoi. Oui, mais dans la relation contractuelle, si on met des comités de gestion avec des rencontres périodiques et des partages de visibilité... Ça, mais j'ai envie de dire, ça ne devrait pas avoir besoin du contrat. Normal, oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est important de préciser une chose, c'est que petit 1, on peut externaliser parce qu'on ne sait pas faire. Et donc, il faut savoir qu'on ne sait pas faire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse qu'on ne sait pas faire. La raison pour laquelle Amazon externalise certains produits ou ce genre de choses, c'est parce qu'il n'aime pas les traiter. Parce que c'est ennuyeux pour lui. Parce que c'est difficile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième chose, c'est la démarche usuelle, c'est se rapprocher d'un standard. C'est-à-dire qui consiste à dire, moi, prestataire, j'ai un standard qui me permet de gagner de l'argent. Et donc, forcément, j'aime pas trop non plus sortir de mon standard par rapport à ça. Et c'était cette espèce de mariage entre le client et mes standards qui fait que ça peut être quelquefois difficile et qu'il faut avoir un bon niveau de compréhension. D'où la connaissance mutuelle qu'on doit avoir. Le troisième point, pour moi, qui me semble assez indispensable par rapport à ça, c'est que à nouveau, les notions de compétences, je reviens un petit peu tout à l'heure, les notions de compétences sont extrêmement difficiles. C'est-à-dire que actuellement, tout le monde est en train de se professionnaliser dans le métier de la logistique parce que le métier de logistique devient de plus en plus dur et de plus en plus poussé, notamment sur les systèmes d'information. Actuellement, il y a une vraie concurrence, entre guillemets, de chacun sur drainer les talents pour pouvoir gérer les activités. Et c'est très difficile pour un prestataire, je trouve, actuellement, et ça nous arrive souvent sur les projets de mécanisation qui durent jusqu'à 2 ans, d'avoir quelque part des compétences qui sont drainées. C'est-à-dire que nos interlocuteurs qui sont capables de parler du système ne le sont plus au bout de 6 mois parce qu'ils sont partis ailleurs. Compliqué. Hervé ? Comment les acteurs de l'externalisation contribuent-ils aux enjeux RSE des clients finaux ? C'est bien. Là encore, on est dans la compréhension commune. Un exemple typique dans le e-commerce, c'est le bon colisage.
le fait, c'est très pratique, mais c'est un impact important. Hein, si je éviter le vide, enfin, on connaît tous ça. Ben, il y a des approches qui permettent d'améliorer ça, et tous les prestataires aujourd'hui n'ont pas le même niveau. Or très clairement, c'est une attente de tous les donneurs d'ordre que le prestataire, sur cette dimension-là aussi, alors j'en ai pris une comme exemple, mais évidemment il y en a plein d'autres sur la pénibilité des postes de travail, enfin sur tout un tas d'acteurs, d'axes de travail, le prestataire doit apporter de la valeur ajoutée, doit apporter des idées nouvelles aux donneurs d'ordre. C'est dans le cahier des charges. Mais souvent, c'est pas suffisant. Mais ça doit être une force de proposition du voilà, prestataire. il y a vraiment cette proposition, enfin, encore une fois, penser loin, et il faut que les prestataires, certains prestataires ont des très bonnes valeurs ajoutées là-dessus, mais au global, sur le marché, je la trouve un peu insuffisante, encore une fois. En termes de force de proposition. Généralement, on se retrouve sur des bonnes propositions RSE qu'à partir du moment où les outils existent déjà. C'est-à-dire que dans le cadre de la mutualisation, c'est-à-dire que quelqu'un a réfléchi globalement en disant, quel que soit le client que je vais rentrer au sein de mon système, de mon écosystème en tout cas, j'ai fait attention à l'ergonomie, j'ai fait attention à dégager le moins d'énergie possible, enfin je suis sur quelque chose où j'ai une réflexion de fond qui existe. C'est jamais une bonne réflexion quand on pense ponctuellement pour un dossier ou un client spécifique. Il y a quand même une particularité, parce que l'un des sujets majeurs en fait sur cette partie RSE pour un prestataire logistique, c'est l'entrepôt, oui, typiquement, puisque c'est là-dessus qu'on travaille. Il y a quand même des progrès phénoménaux qui ont été faits sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on est sur des entrepôts qui deviennent, je dirais pas totalement neutres, mais qui ont tendance à devenir neutres avec des panneaux photovoltaïques, enfin j'en passe et des meilleurs. Il y a plein de belles startups aussi comme Wind My Roof qui permet aussi, par exemple, de reproduire de l'électricité. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Mais au-delà de cela, on commence à travailler sur les aspects immobiliers pour produire, c'est-à-dire non plus être neutre, mais carrément être bénéfique dans la production d'énergie et non pas juste consommateur. Donc ça, elle est importante, à pas dissocier évidemment de ce qu'on a évoqué précédemment, à savoir l'ergonomie au travail, qui est clé, notamment dans un secteur où la pénibilité parfois est assez forte. Voilà. C'est l'outil, c'est le fait d'avoir l'outil. L'outil est important, oui. Je vous propose de prendre une dernière question. Alors, chers web téléspectateurs, pour ceux qui auraient posé des questions qu'on ne va pas évoquer ensemble, elles seront transmises à chacun de nos invités qui pourront eux-mêmes y répondre. Donc, voilà, c'est une façon de pouvoir poursuivre cet échange. Hervé, cette dernière question. Le marché de la seconde main rebat-il les cartes sur le marché des acteurs de la e-logistique ? Ça commence, typiquement. De là à rebattre pour l'instant toutes les cartes, c'est encore une chose. Mais en tout cas, on voit bien que c'est quelque chose qui devient vraiment impactant, typiquement. Certains sont en train de se développer uniquement sur ce sujet-là. Ça demande du coup un traitement particulier en amont, puisqu'en fait, avant de pouvoir revendre, il faut bien pouvoir traiter la pièce, de pouvoir lui amener une seconde vie, puisqu'on est sur une seconde main. Tout le monde n'acceptera pas de vivre avec des produits qui n'auraient pas été lavés, certifiés, j'en passe et des meilleurs. Et après, il y a tout l'aspect purement C2C, typiquement, là où on est sur un cross-dock et qui amène une autre manière de commercer. Non. Cette approche, elle existe déjà, en fin de compte, parce que c'est toujours quelque chose qui est remanié, puisque les dispositifs médicaux sont déjà dans ce type de logistique. C'est-à-dire que les gens qui sont les sondes parentérales, ce genre de choses, donc des gens qui sont spécialisés à domicile, notamment dans lequel on déploie de l'équipement médical, il y a toute une logistique qui existe en fin de compte de la reverse, du retraitement des produits et de redéploiement de ce type de produits chez les médicaments. Donc si vous préférez, les outils informatiques, les outils mécanisés, enfin je parle de ma partie mécanisée, mais au-delà de ça, les process entre guillemets, certains prestataires existent déjà pour ce type de choses. Comme quoi, un bon principe en logistique supply chain, le benchmarking, y compris intersectoriel. Ah oui, on apprend toujours en voyant ce qui se passe juste à côté. Alors, c'est comme disait Léandre tout à l'heure, c'est ce qu'on connaît, quelquefois qu'on externalise. Oui, mais là aussi, on le connaît aussi grâce au benchmark, si on n'avait pas la maîtrise initiale. Non, mais la seconde main, ça va déployer, mais on est sur des... C'est un peu différent du retour, mais c'est quand même pas si différent que ça. Je veux dire, à part que la remise en condition de vente est un peu plus élaborée,
Mais oui, il y a un autre métier que Nécessite Yann, des c'est toutes des les chaînes de traitement les différentes. box tout à fait. Internet. Là, Ouais. les box Internet chez Bouygues Télécom, Free, SFR Depuis, et Orange, c'est de la seconde main. C'est des produits qui vont avoir Orange, plusieurs on vies, initiait qui ça il y vont a être 17 ans. hein. remis à niveau 18 ans. technique, etc. les décodeurs Canal+. Ouais. Voilà. Oh là là, oh là là. Bien, je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie tous trois pour votre intervention. Les questions vont vous être transmises, ce qui permettra de poursuivre en direct avec nos web téléspectateurs ou entre nous d'ailleurs, tout à fait. Bien, chers web téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission les mercredis de la Supply Chain. À bientôt, au revoir.